Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous sommes sur les traces des efforts africains pour exporter ces produits et nous parlons de la croissance du Nigeria avec l'économiste Wilson Erumebor. Mais tout de suite, voici les titres. L'Afrique, ses matières premières et ses espoirs de libre-échange à Paris. Cela s'est passé la semaine dernière en France au Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire a choisi de se lancer vers le chemin de l'industrialisation. Donc la transformation de ces produits sur place. Réussir au Maroc, c'est un objectif qui séduit de plus en plus les porteurs de projets d'Afrique subsaharienne. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, des petites entreprises, pour que aussi on ne peut pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. De jeunes Béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. Que l'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Transformation des matières premières, commerce et libre-échange. C'était les principales préoccupations des exposants africains de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, l'une des plus grandes foires agricoles du monde. Elle se tient chaque année dans la capitale française pendant 9 jours, une vitrine incomparable pour les produits du continent, mais aussi une occasion de parler affaires alors que le continent cherche à transformer ses matières premières et à trouver des débouchés internationaux à ces produits. Nous avons parcouru les allées de ce salon 2024. Regardez. Plus de 600 000 visiteurs, 1 millier d'exposants et au moins 2500 animaux. La 60e édition du Salon international de l'agriculture de Paris n'a pas démenti sa réputation de rendez-vous européen du secteur. Une occasion parfois très animée, mais aussi chaleureuse, que comme chaque année, plusieurs pays africains ont voulu honorer. Vous avez eu de la chance en Coupe d'Afrique. Ah oui, merci. Pourtant, les participants africains sont arrivés aussi avec un agenda bien précis pour faire avancer les échanges commerciaux du continent, alors que l'environnement est devenu beaucoup plus contraignant pour la production de matières premières. Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, entré en vigueur en juin dernier, conditionne l'importation en Europe de 7 matières premières, dont le cacao, le café, l'huile de palme et l'EVA, à des normes strictes de traçabilité pour s'assurer qu'elles ne viennent pas de terres déboisées. Pour la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao dont les cours internationaux sont au plus haut, c'est un véritable enjeu. Les prix élevés encouragent en effet les planteurs à pratiquer le brûlis, détruisant des surfaces boisées. Il y a un certain nombre de contraintes à respecter. Nous nous engageons à respecter ces contraintes. Mais les contraintes, pour les respecter, il faut certainement mener d'autres actions. Il faut mener des actions supplémentaires. Il faut mener des actions qui puissent corriger ou prendre en compte les préoccupations des populations. Cela nécessite des moyens. Ces moyens-là, nous disons à nos partenaires de pouvoir nous aider à les avoir. Un objectif d'autant plus affiché que dans les allées du salon, l'heure était incontestablement au grand sujet commercial africain, la transformation des matières premières et l'exportation de ces produits. La Côte d'Ivoire a choisi de se lancer vers le chemin de l'industrialisation. Donc la transformation de ces produits sur place. En transformant sur place, nous créons de l'emploi. En transformant sur place, nous créons, je dirais, une classe moyenne qui va consommer, qui va permettre de l'économie de se développer. Mais si on prend l'exemple du cacao, son prix international élevé a actuellement un impact mitigé. Il ajoute au coût des transformateurs sans enrichir les planteurs. Eulalie Afouelao est une femme d'affaires franco-ivoirienne, elle-même fille de planteur. Sa production de vin pétillant utilise des graines de cacao et elle s'inquiète de ce prix plancher fixé par le régulateur en Côte d'Ivoire qui suit de très loin et avec un certain retard l'évolution des cours. Ce sont les planteurs qui sont déficitaires en fait, ils ne profitent pas de cette flambée de prix. Et c'est dommage parce que c'est eux qui, c'est le début, c'est le commencement.
Donc voilà, ce serait bien de mieux les payer, de mieux les valoriser pour que tout le monde puisse profiter de cet engouement autour du cacao. Pour la responsable de cette petite association productrice de chocolat et importatrice de cacao du Cameroun, les cours élevés handicapent son activité et sont aussi à double tranchant pour les planteurs. Ceux qui font l'agriculture sans engrais, ça va. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais ceux qui ont une agriculture avec des engrais, qui font de grosses productions, chez eux, ça pose des problèmes parce que les prix ont augmenté, les prix des engrais pour pouvoir mettre sur les cacaoyers. Pas de quoi décourager cependant les espoirs africains d'exporter davantage en Europe, comme l'explique cet exportateur camerounais. C'est le problème européen, c'est-à-dire, en fait, à l'Occident, nous avons beaucoup plus de restrictions en matière d'échange. C'est ça qui nous bloque. C'est pour ça qu'on fait des foires comme ça, pour venir chercher les clients et essayer d'améliorer nos relations entre les continents. Cela n'empêche pas les producteurs de garder un œil fixé sur le marché panafricain à travers la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. C'est le cas de ce producteur de spécialité à base de karité bio. Pour le moment, nos produits ne sont pas commercialisés en Afrique de l'Est, mais nous étions récemment au salon de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, et nous avons eu l'occasion là-bas de rencontrer de potentiels intérêts pour nos produits en Afrique de l'Est. La forteresse commerciale européenne demeure cependant l'objectif numéro 1. Les exportateurs africains rêvent d'un assouplissement des normes sanitaires qui jugent drastiques et d'un véritable libre-échange. Le libre-échange, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, et l'ouverture du marché européen à 100%, sur tous les produits. Ça, c'est ce que nous demandons. Et c'est ce que nous souhaitons. Un message qui va sans doute s'intensifier dans l'avenir à mesure que l'Afrique poursuit sa trajectoire vers la transformation en ses matières premières et sa propre intégration commerciale continentale. Le Nigeria a enregistré une croissance de 3,46% au dernier trimestre 2023. C'est une bonne nouvelle puisque les analystes avaient anticipé une progression de seulement 2,54%. Ce résultat est attribuable avant tout au secteur du pétrole, avec une augmentation de la production nigériane de plus de 12% après 3 ans de marasme. Pourtant, l'économie du pays continue de faire face à des défis majeurs. Et pour en parler, je me tourne tout de suite vers Wilson Erumebor, économiste principal au Nigeria Economic Summit Group. Wilson Erumebor, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Alors, que penser de cette croissance de 3,46% au quatrième trimestre 2023 et surtout, sera-t-elle durable? Thank you for having me. Merci de me recevoir. Ce que nous constatons, c'est qu'au quatrième trimestre de l'année, nous avons enregistré une des meilleures performances que nous ayons connues au fil du temps en ce qui concerne notre croissance économique. Mais si l'on agrège ces données sur toute l'année, cela signifie que l'économie a connu une croissance de 2,74%. C'est beaucoup plus faible que prévu car au début de l'année, quand on regarde toutes les estimations de croissance, la plupart d'entre elles tablaient sur une croissance annuelle d'environ 3,2%, quelque part autour de 3,3%. Or, cette fois, nous avons atteint 2,74%, ce qui signifie que la croissance était vraiment plus faible sur une base annuelle. Cela signifie également que pour le calcul du PIB national en dollars et avec toutes les réformes du taux de change que nous avons vues au Nigeria, le PIB en dollars devrait être inférieur à 400 milliards de dollars. Ce qui, vous savez, est assez faible et signifie une baisse du revenu par habitant. Le Nigeria avait une croissance de 6% à 7% il y a quelques décennies, et nous espérons donc pouvoir commencer à avancer dans cette direction en ce qui concerne l'économie. Et pendant ce temps, les Nigérians ont été confrontés à la fin des subventions sur les carburants et ils font face à une inflation galopante. Combien de temps pensez-vous que les ménages pourront continuer à faire face à ces difficultés?
Donc, ce que nous avons vu, c'est que l'inflation, le dernier chiffre est actuellement à 29,9%, est vraiment l'un des taux les plus élevés depuis des décennies, voire en plus de 2 décennies. Même chose avec l'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire est supérieure à 30%, n'est-ce pas? La monnaie s'est considérablement dépréciée au cours des derniers mois. Si vous regardez les chiffres du chômage, ils sont également élevés. Donc, ce que tout cela traduit, c'est que les Nigérians traversent vraiment des difficultés. Le revenu par habitant a été gravement affecté et il est également très faible. Et les revenus des citoyens n'augmentent pas autant que prévu parce que les entreprises sont confrontées à des coûts très élevés liés aux réformes des subventions et d'échanges. Il n'est donc en aucun cas viable que nous soyons confrontés à ce genre de difficultés, car encore une fois, les gens, si vous descendez dans la rue, attendent toujours du gouvernement qu'il soit en mesure de fournir un certain niveau de soutien, et dans ce cas un soutien financier pour eux, surtout depuis que les subventions ont été supprimées sur le carburant. Et depuis cette suppression, nous avons une situation où les revenus du gouvernement ont également augmenté. Les gens s'attendent donc à ce que l'État et le gouvernement fédéral leur fournissent un soutien financier ou des incitations pour pouvoir se nourrir et faire des affaires normalement. Le président Bola Tinubu a mis en œuvre une série de réformes pour attirer les investisseurs. Dans l'ensemble, pensez-vous que sa politique donne des résultats significatifs? Eh bien, une partie de la raison pour laquelle certaines de ces réformes ont été mises en place en premier lieu était de libérer des ressources gouvernementales afin de garantir qu'une fois ces ressources libérées, elles puissent ensuite être canalisées vers des domaines clés de l'économie. Ainsi, par exemple, le Nigeria dépensait près de 3 000 milliards, voire plus, en subventions au carburant, avant l'arrivée du gouvernement. Et donc, une partie du problème est de supprimer les subventions, afin que le gouvernement puisse avoir suffisamment de revenus pour pouvoir fournir des routes, des infrastructures et d'autres besoins sociaux. Mais le problème, c'est que nous ne voyons pas cela se produire. Nous comprenons que cela ne fait que quelques mois que la nouvelle administration est en place, mais encore une fois, je pense qu'ils doivent avancer à un rythme plus rapide. Un budget de 28 000 milliards de naira est quelque chose qui, s'il est bien mis en œuvre, devrait être en mesure de soutenir l'économie. Je parle donc ici de fournir un certain soutien aux entreprises, en particulier les petites entreprises. Il pourrait s'agir par exemple d'incitations fiscales, de fournir des infrastructures, de faciliter les affaires, des réformes qui garantiront que les entreprises puissent se développer et survivre dans un environnement difficile. Voilà donc quelques-unes des attentes que les gens et les entreprises ont envers le gouvernement. Et nous espérons que certaines, voire même plusieurs, seront satisfaites. Wilson Erumebo, merci beaucoup. Et c'est toujours un Nigérian, le magnat industriel Aliko Dangote, qui figure en tête du classement 2024 des milliardaires africains établi par le magazine Forbes. Il demeure au premier rang pour la 13e année consécutive avec une fortune estimée à 13,9 milliards de dollars. Le nombre de milliardaires africains passe de 19 à 20 avec 6 Sud-Africains, un Tanzanien et un Zimbabwéen. L'Union du Maghreb arabe, l'UMA, est représentée par 5 Égyptiens, 2 Marocains et 1 Algérien. À noter, l'Afrique de l'Ouest compte 4 autres milliardaires, tous nigérians, mais l'Afrique centrale ne figure toujours pas dans le classement. Et justement, des porteurs de projets africains n'hésitent pas à gagner le nord du continent pour chercher un marché favorable. Le Maroc est ainsi devenu un véritable foyer d'opportunités et d'investissement pour de jeunes entrepreneurs de la sous-région. Parmi eux, Lansinet Kemoko Sidibé, notre journaliste Sagnon Kourouma, a suivi à Casablanca cet entrepreneur guinéen qui veut réussir dans la production du beurre de karité et du savon noir. Regardez. Casablanca, capitale économique du Maroc, la métropole chérifienne,
est l'une des meilleures métropoles d'Afrique pour le business. Pays attractif, le Royaume est devenu vers la fin des années 2000 une des premières destinations du continent pour les investissements directs étrangers. Un résultat à attribuer aux avancées du Maroc dans le domaine de la création d'entreprises, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier. Lansine Kemoko Sidibé est l'un des services du continent ayant réussi sur le sol marocain en tant qu'entrepreneur étranger. Ce Guinéen dirige à partir de Casablanca sa propre unité de transformation de produits cosmétiques. Une unité dont les matières premières proviennent en partie de son pays d'origine. Voilà, c'est beurre de karité de la Guinée, de Siguiri, Cancan. Ça, c'est de l'Espagne. Ça, c'est l'huile de coco naturelle. C'est mixé. C'est mixé entre les produits parce que là, d'abord, il y a l'huile d'argan du Maroc. Là, c'est avec ça même, tous nos produits, c'est à la base de l'huile d'argan et le beurre de karité. À l'origine, simple commerçant ambulant au Maroc, Sidibé est aujourd'hui un chef d'entreprise qui revend ses produits dans 15 pays à travers le monde. Très dégourdi, le Guinéen s'est vite fait des relations sur le sol marocain, des contacts qui ont permis au jeune manager de créer son entreprise en 2012. Cela n'aurait pas été possible sans l'ouverture de son pays hôte vers l'Afrique. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, de petites entreprises, pour que aussi on ne peut pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. Au lieu d'aller en Europe, pourquoi pas faire des petites entreprises au Maroc ici ou bien dans notre pays d'origine. J'encourage les Guinéens chaque fois pour faire des petites choses à leur propre compte. Avec un chiffre d'affaires actuel de plus de 80 000 €, ce business de fabrication de cosmétiques est un succès. Il a incité le jeune manager à s'investir activement sur le plan social pour venir en aide à certains Africains victimes des affres de l'immigration. Une centaine de jeunes comme Ali ont ainsi pu trouver de l'emploi grâce à cette entreprise. J'étais étudiant, mais aujourd'hui je suis, pas stagiaire, mais c'est employé maintenant. Parce que c'est pas facile du tout, surtout quand on termine les études à l'étranger, il y a plusieurs facteurs. Déjà, comment ça peut te rentrer au pays ou chercher de l'expérience à l'étranger. Du coup, grâce à l'entreprise de M. Sidibé, ça m'a vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Je peux dire Dieu merci. Ça aide beaucoup la communauté guinéenne ici, surtout pas que la communauté guinéenne, mais ça aide beaucoup les subsahariens vivant au Maroc aujourd'hui, qui ont terminé les études, qui cherchent un endroit où se poser, le temps pour eux de préparer leur retour au Bécaye. Et cela a été rendu possible grâce à la politique mise en place par le royaume chérifien. Le Maroc a en effet placé le développement des flux d'investissement au cœur de sa stratégie économique, d'où une politique volontariste de promotion des investissements étrangers. Les efforts accomplis dans ce domaine se sont traduits par un bilan très positif selon cet économiste. Le Maroc aujourd'hui est un pays qui est classé comme pays émergent. Depuis plusieurs années, le Maroc a qualifié le droit des affaires. Ils ont aussi rehaussé l'investissement, ils ont harmonisé les lois pour attirer les têtes, mais aussi attirer l'investissement dans leur pays. Avant, beaucoup s'en servaient comme pays de transit pour rejoindre l'Europe, mais il y en a qui aujourd'hui commencent à savoir que, oui, le Maroc peut présenter la même opportunité qu'ils vont chercher en Europe. Donc, ils s'y établissent, commencent à entreprendre une ou deux affaires et par de la chance d'aucuns y parviennent, ils s'établissent et font prospérer leurs affaires. Le Royaume occupe la 3e place de l'indice mondial de l'entrepreneuriat à l'échelle de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Un classement favorisé par la capacité du Maroc à développer de nouveaux produits, à encourager l'émergence des startups et à intégrer l'utilisation des nouvelles technologies. Preuve en est sa présence dans le top 20 des destinations best cost de l'indice mondial d'attractivité industrielle par Global Manufacturing Risk Index. Comme pour dire que le Maroc est sur les radars mondiaux et tant mieux pour les investisseurs africains.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Les pays africains devraient consacrer cette année environ 74 milliards de dollars au service de leurs dettes. C'est une estimation de la Banque africaine de développement. Elle alerte dans son dernier rapport macroéconomique de la progression de ce service de la dette, mais aussi de sa part croissante contractée auprès de créditeurs privés. C'est dans ce contexte que le Niger a fait défaut le mois dernier sur un remboursement de 22 millions de dollars sur le marché régional. L'UEMOA titre « Seule consolation, la CEDEAO a levé les sanctions économiques qui frappaient le pays depuis le coup d'État de 2023 ». Et une bonne nouvelle pour les consommateurs et les entreprises est-africains. Les banques régionales ont annoncé un effort pour aider leurs clients à surmonter les conditions de remontée des taux d'intérêt et de l'inflation. L'objectif affiché est d'éviter des défauts de paiement. Plusieurs institutions comme KCB Group, Cooperative Bank, INM Group et Absa Bank ont indiqué revenir à des mesures de la période Covid impliquant des restructurations de dettes et des moratoires des remboursements de prêts. Et c'est officiel, l'Afrique du Sud ira aux urnes dans 3 mois. L'élection du 29 mai est très attendue et pourrait pour la première fois déboucher sur un gouvernement de coalition pour l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Enoch Godongwana, le ministre des Finances, a dévoilé un budget tourné vers les préoccupations sociales des Sud-Africains tout en promettant aux investisseurs la réduction du déficit et de la dette du pays. L'ANC a dévoilé un programme électoral axé sur la création d'emplois, la santé et un accès accru aux aides sociales. La tendance des fermiers entrepreneurs continue à lancer en Afrique et elle s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songhai, désignée Centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes béninois sans emploi poursuivent ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association, exemple avec l'association Les Jardins de l'Espoir. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs. Et pourtant, leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement. La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des devises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito, à environ 1 heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de 5 ans, Femi Kochoni est de ceux-là. Il pratique de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m² et son principal souci, c'est la valorisation de ces produits bio. L'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûr de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukon, une jeune coiffeuse résidant à Pidjosé à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, et comme vous le voyez là, et comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs, puisque ça prend du temps à se détériorer. On a ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Kochoni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. 7 jardiniers animent ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnelle. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici 3 ans, est d'arriver à inverser
la tendance actuelle. Donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Maintenant, par exemple, si c'est moi, aujourd'hui, on me dit de produits bio avec moi, comment ça se passe? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, insistés là, pour faire les traitements. À la base de feuilles, des nimes qui est sous la ferme, je prends et je les pile et je les trempe dans l'eau. Quand on fait les traitements, si les insectes volants ou bien les vers viennent manger les feuilles, ils vont trouver les goûts sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est les choses comme ça. Donc on les renvoie. C'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de charbon, on mélange. Donc c'est ça, avec ça on prend pour fertiliser les sols. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde. L'Afrique, qui est un continent pauvre, est le seul continent où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement les produits chimiques, n'a pas les moyens d'acheter des engins lourds pour répandre de façon anormale des produits chimiques sur son sol, n'a pas les moyens de produire 2000 hectares seuls. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiés et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Clairement, les portes sur une note de satisfaction générale. Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population. Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquer les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale devenue leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonia.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.